Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Ça met un peu la pression de passer derrière Olivier Andrieux. J'ai un peu l'impression de passer après le Beyoncé du SEO. C'est incroyable. En tout cas, ça m'arrange parce qu'il vous a beaucoup parlé de contenu et c'est un peu mon boulot, en fait. Alors, pour la petite histoire, donc, là, ça s'appelle Comment former un rédacteur de contenu. Je vous raconte enfin la vérité sur mon métier. Au sens où, concrètement, tous les jours, qu'est-ce que je fais? Quels sont mes livrables? Je livre des contenus à mes clients. Donc, ils le reçoivent sous différents formats, de différentes manières. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure, quand je parlais à mes confrères, consoeurs, confrères, à mes parents, ils ne savent pas du tout ce que je fais, en vrai. Ils se projettent un métier, ils se projettent un quotidien qui n'est pas du tout le mien. Donc, on va faire les présentations. Je m'appelle Sipayu Ambet, on ne prononce pas le H. Consultante SEO spécialisée dans les questions éditoriales. Et je suis également fondatrice d'Assonance, qui est une société basée à Reims, qui existe depuis maintenant 5 ans. Quand j'ai commencé ma carrière, je pensais être rédactrice, parce que j'ai fait des études de journalisme. Et je pensais vraiment être rédactrice, et je me suis rendu compte que... ah oui, je suis aussi... Si vous pouvez applaudir, ça me fera plaisir. J'avais oublié que je l'avais mis. Concrètement, mon métier, c'est quoi? Alors là, c'est les semaines où je suis optimiste. C'est les semaines qui se passent bien. Je passe 15% à envoyer et répondre à des emails. En vrai, c'est souvent beaucoup plus. Je réfléchis au sens de la vie et au projet de mes clients. Là, je passe beaucoup de temps. 30% de production et 25% de veille. J'ai quand même beaucoup de veille. Et finalement, il y a assez peu de parts de mon quotidien qui consiste à pianoter sur un clavier, alors que c'est exactement le métier que se projettent les gens par rapport à moi. Quand j'ai commencé, il y a eu des freins et des questions fréquentes. C'est encore les questions qu'on me pose. C'est est-ce que tu as des évolutions de carrière? Bah ouais, tu tapes au clavier, c'est bon, tu feras ça toute ta vie, super. Hashtag Canal Carpien. Des études ratées, oui, on m'a souvent demandé si j'avais raté mes études pour faire ça. Je me rappelle d'une anecdote dans un bar, on m'a dit « Ah, mais t'as fait quoi comme études et tout? Tu fais du SEO ?» Moi, j'ai fait des études de lettres. « Mais t'as trouvé un emploi quand même ?» Désolé, je suis dans l'agence où t'as pas été pris. Quelles perspectives d'emploi, du coup? Quelles sont les évolutions? Qu'est-ce que tu peux faire à part être rédacteur? Voilà. Sachant que souvent, les rédacteurs, on n'a pas envie de les payer, on ne sait pas à quoi ça sert. Et l'argent. Est-ce que tu peux gagner ta vie en faisant du contenu sur Internet? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du offshore, etc. Est-ce qu'en France, on peut vivre de ça décemment? Donc ça, c'est un peu les questions qu'on me pose fréquemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu conditionné. On a un recrutement des rédacteurs, des producteurs de contenu qui sont basés sur des valeurs qui sont très quantitatives. Il y a le feuillet qui vient du journalisme, le mot, le caractère, mais désolé, il faut avoir une personnalité. Enfin, le qualitatif est difficilement mesurable. C'est dommage parce qu'on a un peu chacun sa notion de qualitatif. Moi, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit « Oh, c'est de la qualité, oh, c'est pas de la qualité », mais en fait, c'est extrêmement vague. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une notion qui est beaucoup trop abstraite. Donc, j'ai tendance à essayer de concrétiser, de rendre tangible c'est quoi la qualité. On en vient là, c'est comment se former pour être un producteur de contenu qualitatif et rentable. Parce que par exemple, moi, en tant que freelance, il faut que je sois rentable. Le truc, c'est que produire du contenu, c'est un poste extrêmement chronophage. Et je pense que c'est un peu pour ça que les gens, finalement, on externalise beaucoup la production de contenu, mais à la fois parce qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas recruter, mais en même temps, comme ça représente du temps, ça représente forcément de l'argent. Donc moi, ce que je dis, c'est finalement, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu une alternative de ce que peut devenir un rédacteur de contenu, un producteur de contenu, un peu alternatif, un peu différent, et vers quoi il peut évoluer. C'est un peu la conférence RH. Donc, former à une culture technologique, c'est l'idée, est-ce que demain, on ne pourrait pas être tous des geeks littéraires? Au sens où la personne qui m'a recrutée un jour m'a dit « Ah, Sipaï », comme ça vous retenez mon nom, Sipaï, on voudrait recruter un geek littéraire. Et moi, j'étais là, c'est quoi En gros, grosso modo, j'ai été recrutée parce que j'ai créé des sites internet sur Star Wars à 15 ans, que je savais faire du HTML et que je savais écrire. Grosso modo. Je pense que c'est un peu plus que ça, enfin, j'espère. Ouais, c'est à peu près. C'était ça ma fiche de poste. Donc, par exemple, là, ici, je vous ai mis un exemple de 2013, où je faisais déjà de la veille technologique. Ici, c'était pour les 1 an des catastrophes de Fukushima, quand il y a eu le tsunami, etc. Et en fait, pour les 1 an, le Los Angeles Times a mis en place sur ses pages cette espèce de volet où vous pouvez défiler pour voir avant-après.
Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit de façon très courante, mais ça a été, mais finalement, c'est une solution qui est technique. On parle beaucoup de storytelling, on parle beaucoup de comment engager mieux l'utilisateur, comment engager mieux la conversation avec un internaute pour augmenter la conversion, etc. C'est quelque chose qu'on demande beaucoup aux producteurs de contenu. Mais si, typiquement, le fait d'avoir une nouvelle technologie finalement d'intégration de contenu permet ça. Et finalement, si moi j'étais restée derrière, j'écris des mots, je ne fais que de la pure rédaction, c'est une opportunité à côté de laquelle j'aurais pu passer, alors que c'est extrêmement enrichissant. Donc faire de la veille technologique, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable pour quelqu'un qui fait de la production de contenu. Dépasser Word. Word, c'est nul. Très honnêtement, je vous encourage tous à faire du Markdown, c'est génial. C'est d'une simplicité enfantine, ça veut dire que déjà pour l'apprendre, c'est facile. Et même quelqu'un qui ne sait pas le lire, il va comprendre ce qui se passe. C'est magnifique et ça permet un gain de temps mais incroyable parce que vous pouvez convertir tous vos fichiers Markdown en n'importe quoi. En Word, en Word, en PDF, en HTML, voilà. Et ce qui fait que, par exemple, un argument que j'ai avec mes clients, c'est bonjour, je peux livrer tous vos contenus au format qui vous arrangera le mieux pour accélérer leur intégration. Et ça, c'est un vrai argument, parce que c'est un argument temps. C'est un argument temps, c'est un argument rentabilité, du coup, soudainement, je lui paierai moins cher. Alors qu'en fait, je suis très cher. Une série d'éditeurs qui sont spécialisés pour faire du Markdown. Alors, je vous présente par exemple Ulysse, qui est très connu pour les gens qui sont plus dans l'écriture de narration. StackEdit, c'est une solution qui est en ligne, qui est en version un peu SaaS. Je vous ai mis Sublime Text parce que c'est un éditeur de texte que moi j'utilise, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui préfèrent autre chose. Et on peut avoir des plugins dessus pour avoir des colorations syntaxiques un peu plus qui nous arrangent. Et IA Writer, ça c'est celui que j'utilise quotidiennement parce que je me la pète étant donné que c'est celui qui est utilisé par le Times. Mais en fait, en apprenant à faire du Markdown quotidiennement, en ayant ce genre d'initiative, je me suis rendu compte que j'étais devenue hyper technique, en tout cas plus technique qu'un éditorial, en tout cas de ce qu'on attend d'un éditorial. Et je me suis rendu compte que qu'être technique, c'est pas une spécialité, c'est pas dit toi t'es technique, toi t'es pas technique. Être technique, c'est une méthode, c'est avoir une méthodologie. Et c'est vraiment ce que je veux mettre en valeur. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on se forme à une culture de l'automatisation. Parce que créer des contenus, c'est chronophage. Créer du contenu, c'est quoi? C'est aussi un peu de la créativité. C'est d'avoir du temps de cerveau disponible. Moi, j'ai besoin de vide dans ma vie pour pouvoir créer. J'ai besoin de vide pour pouvoir le remplir. Sur le plan de travail de ma cuisine, il faut qu'il y ait du vide. Sinon, je ne peux pas faire ma pâtisserie dessus, vous voyez. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, je vous encourage à voir le livre Psychologie pour les créatifs, Survivre au travail. J'adore la deuxième partie du titre, Survivre au travail. En fait, c'est ça, c'est la charge mentale et le temps de cerveau disponible. On a besoin de ça. Donc, en ayant une culture de l'automatisation, on gagne du temps. Si on gagne du temps sur des choses qui sont totalement rébarbatives, qui ne nous servent à rien, en fait, on a encore plus de disponibilité pour être plus créatif, pour aller plus loin, pour faire du meilleur storytelling, pour faire de la meilleure expérience utilisateur. Ici, je vous présente un exemple de système que j'ai mis en place pour automatiser un suivi de projet, où en fait, il fallait qu'on livre 68 gros contenus en un mois, et tous relus à la main. Et en fait, c'est un système qu'on a mis en place de gestion où, en fait, je n'osais pas tout mis parce que histoire de garder un peu de savoir-faire, hein, on est d'accord. Mais il y a des onglets et en fait, c'est un fichier où tout est centralisé. C'est-à-dire qu'il y a, la ligne édito, il y a ce qu'a dit les clients, les remarques extrêmement importantes du client à retenir, des exemples, etc., des liens vers des newsletters et tout. Et l'idée, c'est de faire gagner du temps aux rédacteurs, aux personnes qui produisent, pour que finalement ils puissent s'exprimer pleinement dans sa créativité, tout en ayant une relecture manuelle. Ce qui fait que là, grâce à ce genre de méthode, je peux allier le fait de faire du sur-mesure et du très vite. Donc ici, bon, typiquement, Spreadsheet, c'est votre ami. Les outils de travail collaboratif, c'est génial. Surtout quand on connaît quelques formules Excel. Là, j'ai raté. Automatiser donc la définition des priorités aussi, parce que quand on a par exemple, il m'est arrivé d'avoir, c'est un projet de refonte de site internet. Dans une refonte, souvent, on se dit quel contenu on garde, quel contenu on ne garde pas, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on peut utiliser Your Text Guru, c'est une application dont a parlé Olivier Andrieux tout à l'heure, qui en fait va analyser les contenus qui sont déjà bien positionnés pour un peu détecter quels sont les mots-clés qui sont bons. Donc, a priori, si j'utilise les mots-clés qui sortent dans Your Text Guru, c'est que je vais bien me positionner. Et après, il faut faire mieux, parce que comme ça, vous êtes au-dessus du top. Voilà.
Mais donc on a généré avec l'API les briefs des requêtes visées. Ensuite, on a fait une correspondance entre le scoring de chacune des landing pages correspondantes avec le scoring dans Your Text Guru. Ensuite, un autre croisement qui permet de prioriser la page à travailler en premier selon le potentiel de trafic, le besoin business qui est communiqué par le client et l'agressivité de concurrents. Donc finalement, j'ai 3 variables qui me permettent de définir des priorités. Et grâce à ça, finalement, je peux ensuite enfin travailler les pages au détail. L'avantage, c'est que j'ai une définition rapide des priorités. Finalement, on a créé une moulinette, on a typiquement créé un script, une moulinette qui me permet d'avoir un tableau tout de suite. Après, bien sûr, on le lit parce qu'on est humain, on vérifie si ça matche bien. Mais ça permet vraiment d'avoir une définition rapide et, entre guillemets, quasi instantanée. Comme ça, on a des actions qui sont en cohésion avec les besoins business. Le vrai avantage, c'est que ce sont des arguments. Ce sont vraiment des arguments qui sont tangibles. On peut dire, ah bah là, tu vois, j'ai 80 contenus. Là, tout de suite, on a le temps pour en faire 10 parce qu'on est 2, admettons. Du coup, il faut commencer par cela, parce que potentiellement, ce sont ceux qui vont être le plus impacteurs pour notre business. Avec des vrais arguments. Et pourtant, ça, c'est OK, c'est pas écrire, mais c'est quand même produire du contenu. Et produire du contenu, c'est prendre en compte tout ça. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Beyoncé, l'idée, c'est si on veut produire du contenu de qualité, OK, mais par rapport à quoi? Parce qu'on n'améliore que ce qu'on mesure. Voilà, action-mesure. Je suis hyper cohérente, c'est très bien. Automatiser la création des livrables. Donc là, par rapport au Markdown, là, c'est un exemple, un autre cas client. C'est un cas client où, en fait, on devait produire un très gros glossaire. Donc un glossaire, c'est plein de pages, plein de définitions, etc. C'est vraiment des gros volumes de production. Le besoin du client, c'était qu'il fallait que tout soit formaté dans un tableau CSV en HTML pour l'import sur leur site, parce que c'était comme ça qu'ils fonctionnaient. Leur contrainte, c'est qu'ils ne pouvaient pas utiliser d'outils de travail collaboratif en ligne, parce qu'ils avaient une DSI hyper relou, que ça allait prendre 6 mois pour qu'on puisse ouvrir des accès. Donc il fallait tout fournir sur Word. Comment on fait du Word en temps réel pour gagner du temps en ayant une logique de collaboratif? Donc ce qui a été fait, c'est que tous les contenus ont été écrits en Markdown, bien sûr, avec une structure de nom de fichier qui vraiment, mes parents sont inquiétés. Parce que là, il faut écrire ça comme ça, etc. Il fallait vraiment que ça soit bien fait, bien structuré. Tout a été passé en docx pour pouvoir échanger avec le client. Donc à la fin, j'avais des docx validés. Ensuite, en développement d'un script qui a permis la conversion en HTML de chaque fichier docx et le formatage dans le CSV en ayant une ligne, un contenu. Concrètement, ça a permis ça. À gauche, j'ai des fichiers Markdown. Donc ici, en fait, c'est la liste, c'est la navigation de chacun de mes fichiers, c'est du TXT. Ici, on a fait en sorte qu'à chaque fois, dans chaque fichier, c'était title, métadescription, comme ça. Ça n'existe pas en Markdown, ça ne veut rien dire, c'est juste que j'ai mis des titres. Et des espaces, toujours. Alors du coup, il fallait bien compter les espaces, il ne faut pas faire n'importe quoi. Tout a été transmis en docx. Ensuite, ici, j'ai tous les docx validés de mon client, vraiment validés. Et ensuite, la moulinette, elle fait ça, paf, elle envoie tout dans un CSV avec title, parce qu'on a spécifié que ici, ça devait être le title, en enlevant le title plus espace. Ici, on a spécifié metadesk, ici. Et là, contenu, et c'était bien du HTML. Qu'après, il a fallu juste vérifier pour voir si le moteur de Markdown, il avait bien géré son truc. Ça, c'est un vrai avantage. L'avantage, c'est que le client, il est content, donc on a une valeur ajoutée 5 étoiles. Un script qui est applicable à de nombreux autres projets. Et surtout, donc gain de temps, rentabilité, etc. Et surtout, ce que ça m'a permis, c'est que ça a permis la capacité de la retouche des contenus jusqu'à la dernière minute pour le client. Parce que le client, dans les contenus, c'est le pire. Le pire. J'adore mes clients, je les aime tous, il y en a dans la salle. Je sais pas. Mais il y a toujours ah oui, bah finalement, machin, elle a dit que ce terme-là, ça lui plaisait pas. On n'aime pas le terme livré, on préfère le terme donné. Ok, très bien, on sait, parce que c'est pas un truc hyper important de mettre donné à la place de livré. Enfin voilà, pas forcément dans ce contexte-là. Et en fait, ça m'a permis finalement d'aller simplement dans mon fichier là, de dire ok, je fais la retouche et de régénérer à chaque fois au dernier moment jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la vraie date de livrable. Le gain de temps, il est énorme finalement parce qu'on gagne du temps à chercher, on gagne du temps à modifier, on gagne du temps à livrer. Ce qui fait que pour moi, former un rédacteur en contenu, c'est aussi lui donner les clés pour monter en compétences. Donc, par exemple, dans les formations en général, j'ai regardé un peu les programmes de formation pour les rédacteurs. On leur dit il faut que
je regarde l'heure, il faut que vous fassiez du HTML. Ok, faites du HTML, très bien. C'est bien de savoir ce qu'est un title, c'est bien de savoir ce qu'est une métadès, c'est bien de savoir que c'est bien d'avoir un H1 par page, très bien, super. Par contre, moi j'aimerais bien que tous les professionnels du web, tous, aient construit au moins un mini-site from scratch avec un éditeur de texte sans passer par un CMS. De créer c'est quoi un hébergement, comment j'achète un nom de domaine, comment j'héberge, c'est quoi un FTP, est-ce que FTP c'est bien, est-ce qu'il faut que je prenne SFTP, est-ce que c'est sécurisé, gna gna gna, voilà, et puis mettre en ligne et voir comment ça se passe, pourquoi ça tombe pas, c'est quoi une 404, et en fait ça c'est de la pure culture web. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on a tellement spécifié un métier en disant c'est pas technique, c'est éditorial, c'est pas technique, c'est des rédacteurs, c'est des gens qui ont fait des lettres modernes, c'est des gens ratés. Et bah, du coup, en fait, on oublie la formation qui est purement technique et qui est pourtant de la pure culture du métier. Qui est de la pure culture, c'est quand on construit une maison, la personne qui fait du plaquage, elle sait très bien qu'il ne faut pas mettre n'importe quel type de toit parce que tout va s'effondrer. Enfin, c'est pas son métier, mais on a quand même des notions globales. Et en fait, je regrette ça vraiment, qu'on spécifie. Désolée, je m'énerve un peu, mais qu'on spécifie le truc et que du coup, on les mette des gens de côté et du coup, ils sont de facto potentiellement incompétents parce qu'on ne leur permet pas de l'être. Voilà. Désolée. Hashtag RH. Mes résolutions de l'année 2020, c'est quoi? Parce qu'on est en février, alors j'ai pris des bonnes résolutions. Réapprendre à programmer. J'ai un cycle comme ça où tous les 5 ans, j'apprends à programmer, après j'oublie parce que j'en fais plus. Là, c'est surtout réapprendre à faire du Python parce que je veux progresser en storytelling, je veux progresser en data vis, parce que l'image, c'est aussi un mode de narration. Et aussi pour accélérer tout un tas de trucs que je ne vous raconterai pas parce que sinon je vais vous les vendre. Continuer à investir dans le développement de micro-outils pour gagner du temps. Dès que je repère un truc que je peux automatiser, dès que je repère un truc chiant, dès que je repère un truc où j'ai une valeur ajoutée minimale, parce que je fais que clic-clic, et ben dans ce cas-là, je cherche à l'automatiser. Ça me donne du temps de cerveau disponible supplémentaire pour être plus créatif, pour être plus efficace, pour avoir une vraie valeur ajoutée pour mes clients. Et enfin, mieux valoriser mon travail dans ces aspects techniques. J'espère que je l'ai fait pour vous aujourd'hui. Merci.